Bonjour et bienvenue dans le podcast de la Maison Sérénité, les voies de la sérénité. Je suis Stéphanie Monet, kinésiologue, formatrice en kinésiologie et fondatrice de la Maison Sérénité, un lieu dédié à l'accompagnement global de la personne. Dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre des professionnels qui exercent ici, pour découvrir leur parcours, leurs pratiques et leur vision du bien-être. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Justine Filillon qui propose des accompagnements en psychogénéalogie et en constellation familiale. Nous allons parler de ses pratiques et de ses accompagnements. Comment ça se passe une séance en psychogénéalogie et comment ça se passe au niveau des constellations familiales. Bonjour Justine, merci d'être avec nous pour cet épisode de Les Voies de la Sérénité. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous ceux qui écoutent ce podcast auquel je suis honorée de participer aujourd'hui. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites avec tes propres mots? Alors, j'exerce la fonction de psychogénéalogiste et depuis peu, j'ai acquis un nouvel outil à ma boîte que je vais vous proposer qui sont les constellations familiales. Voilà, donc on le verra un petit peu plus tard mais Oui. en détail, mais je propose donc mes services à la Maison Sérénité en présentiel et puis également à distance en visio. Oh, trop chouette. Et comment ça s'est fait ton chemin vers ces pratiques-là? Comment s'est construit ton chemin? Alors, un peu comme tout à chacun, j'ai un parcours un peu atypique, dirons-nous. Après plus de 10 ans dans la communication institutionnelle, donc j'ai travaillé pour un EHPAD, j'ai travaillé pour la préfecture, j'ai travaillé pour l'Assemblée nationale en circonscription aussi. Et donc ça s'est terminé par la fin d'un contrat, tout ça, en plus d'un événement personnel traumatique que j'ai vécu. Et qui est venu un petit peu, qui m'a amené à me poser les bonnes questions. Oui. Voilà. Donc à savoir quel sens je voulais un petit peu donner à ma vie professionnelle et personnelle aussi, parce que les deux vont ensemble. Et tout ça, ça m'a doucement amené à vouloir prendre soin des autres, les accompagner, mais à ma manière. Voilà. Oui. Donc dans un premier temps, je suis restée dans ce qui me sécurisait encore beaucoup parce que j'étais dans le contrôle des choses, beaucoup de mal à lâcher prise et le besoin effectivement toujours d'être dans un cadre, une législation, quelque chose qui vient vraiment rassurer le mental, on va dire. Donc je me suis formée à l'époque à la réalisation et la mise en place des hébergements insolites. D'accord. Donc c'est quelque chose de très spécifique, il faut vraiment beaucoup connaître les lois en rigueur, etc. Ah oui. Et puis en même temps, c'était une période durant laquelle j'ai beaucoup développé ma spiritualité à titre personnel. Oui. Voilà. Donc on va dire que j'essayais un petit peu de concilier les deux, mais sans forcément le vouloir. Et puis jusqu'à recevoir, on va dire, un enseignement d'une pratique chinoise que j'ai moi-même proposée Oui. à ma clientèle durant un certain temps. Voilà. D'accord. Donc par la suite, la psychogénéalogie s'est présentée sur mon chemin. Ouais. Et puis, à force de pratiquer, je me suis rendu compte que vraiment, elle répondait à beaucoup de mes interrogations. Oui. Comme tout à chacun, on a une éducation voilà, qui est la nôtre. La mienne était vraiment cantonnée dans quelque chose de strict. Oui. Il fallait pas sortir des cases. Oui. Peut-être aussi répondre à une certaine forme de perfectionnisme dans tout, en même temps ne pas trop s'afficher, se montrer et toujours rester en arrière-plan. Et tout ça, en fait, je voulais comprendre pourquoi j'étais comme ça, pourquoi il m'arrivait ça. Oui. Et la psychogénéalogie, elle m'a permis de vraiment répondre à toutes ces questions-là. Oui. Jusqu'à finalement en faire mon métier. Voilà, parce que j'ai décidé de me former pour pouvoir ensuite le proposer à ceux qui le souhaitent. Donc dans un premier temps, tu as toi-même reçu des séances de psychogénéalogie et ça t'a aiguillé sur ton choix. Okay. Exactement. Okay. Et c'est justement cette pratique-là qui m'a... Alors, j'appelle ça un métier passion aujourd'hui parce que il n'y a pas une seule journée où je m'ennuie. Ouais.
Il n'y a pas une seule consultation similaire à une autre, même avec le même consultant. Oui. Et en fait, je pense qu'elle est venue à un moment donné concilier les deux parts de moi. Oui. Cette partie un peu plus cartésienne qui a toujours besoin de s'enrichir, de se nourrir en fait culturellement parlant, voilà. Pourquoi? Parce que quand on touche à la psychogénéalogie, eh bien ce qui est chouette, c'est qu'on va pouvoir aller dans l'histoire, alors de France mais pas seulement, du monde entier. Oui. On a aussi les étymologies de manière générale, donc moi qui adore la langue française, voilà, je m'éclate concrètement. On est aussi dans la géographie, il y a tellement de domaines qui peuvent être touchés à travers cette pratique que oui, effectivement, ça vient nourrir cette partie de moi qui en a besoin. Voilà, je suis très curieuse à la base. Et puis, cette deuxième partie aussi de moi qui est toujours et qui a toujours été fascinée par, on va dire, le côté impalpable et invisible de tout ce qui peut nous entourer et de ce qui fait aussi partie de nous. Voilà. Et au-delà de ça, alors c'est bien beau de comprendre certaines choses, j'en parlerai après, mais ce qui me plaît aussi beaucoup dans cette pratique-là, pour l'avoir vécu, c'est qu'on va venir vraiment avancer, taper dans le dur, comme j'aime le dire, et puis venir à la racine des choses à travers des actes de libération. Voilà, pour avancer et justement venir casser des répétitions qui peuvent être apparentes au sein d'une famille. Voilà. Ok. Eh bien, si ça te va, on va parler déjà de la psychogénéalogie. Oui, avec plaisir. Comment tu l'expliquerais à quelqu'un qui te demanderait qu'est-ce que c'est la psychogénéalogie? De manière concrète, c'est une manière de venir conscientiser l'impact de nos héritages. Ah, oui. Pour faire le lien avec ce qu'on vit actuellement. Alors quand je dis ce qu'on vit, c'est les choses que l'on ne vit pas bien. Oui. Voilà. Oui. Donc les blocages qui peuvent être divers et variés. Une personne peut venir me voir parce que elle a une maladie qu'elle n'arrive pas forcément à comprendre et à suivre médicalement parlant. Elle peut aussi venir me voir parce qu'elle a des douleurs chroniques qui reviennent à telle période de l'année chaque année. Ça peut être aussi parce qu'elle éprouve une émotion qu'elle ne comprend pas et dont elle a l'impression qu'elle n'est pas la sienne, finalement. D'accord. Et ça peut être aussi d'autres blocages que la personne va rencontrer. Je rencontre tout le temps le même type de partenaire et je ne sais pas pourquoi et c'est quand même problématique pour moi. Ou alors j'ai tel lien avec l'argent, je suis dans une insécurité financière tout le temps et pareil, je n'avance pas là-dessus et je voudrais vraiment pouvoir résoudre ce problème. Donc tu vois, c'est quelque chose de très vaste. On a vraiment je dirais pas qu'on peut tout voir en psychogénéalogie, mais pas loin. Oui, quand même, oui. Voilà, un petit peu les sujets qui peuvent revenir en tout cas. Il y a un spectre large Exactement, de sujets qui peuvent être abordés Bien avec sûr. cette pratique. Mais alors, comment ça se passe concrètement une séance je pense que même pour les personnes qui vont nous écouter, ça pourra les aiguiller sur à quoi ça ressemble vraiment. Donc, est-ce que tu pourrais nous décrire une séance type Bien sûr. Voilà. Alors, avant toute chose, de manière générale, pour que tout le monde comprenne, moi, je vais passer par 2 étapes fondamentales pour aller jusqu'au bout avec la personne de sa problématique. C'est-à-dire, on va passer par la phase de conscientisation. Parce que la personne vient avec sa problématique, elle peut connaître des choses sur le passif familial, c'est super de savoir des choses, mais c'en est une autre de comprendre justement le fameux impact dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les conséquences de ce passif sur sa propre situation. Je dirais pas qu'on est à la moitié du travail de fait, mais vraiment pas loin, parce que du coup, ça donne une autre perspective des choses. Et une fois qu'on a fait ce travail de conscientisation, la deuxième grosse partie du travail, ça va être la libération. Donc ça va se passer comment? Eh bien à travers des actes de libération. Donc dans la matière, à la carte, de manière personnalisée. Je ne vais pas demander à une personne de faire la même chose que le consultant précédent parce qu'on est bien sûr tous différents, les problématiques ne sont pas les mêmes. Il y a ce que la personne est aussi capable de faire ou pas. Oui. Voilà.
Et en ce qui concerne les séances, alors la première, elle est toujours plus longue que les autres et c'est normal. Oui. On vient un petit peu poser les bases. Oui. Elle peut durer alors il n'y a jamais de cas similaires non plus, mais grosso modo 1h30, 2 heures. On va venir vraiment définir ensemble quel est l'objectif à atteindre par rapport à la problématique de la personne. Et puis ensuite, on va poser le génosociogramme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite bête? Oui, dis-nous tout. C'est l'arbre généalogique de la personne. Donc, je tiens juste à préciser que je ne suis pas généalogiste, c'est un métier à part entière, d'accord? On va juste ensemble, à travers les informations dont dispose la personne, poser sur le papier ce qu'il en ressort. Il va falloir qu'on puisse ressortir des éléments complémentaires à un simple arbre généalogique. Ça peut être des pathologies familiales. Ça peut être aussi des événements qui peuvent être dits traumatiques. Accident de voiture, suicide, etc., etc. Ça peut être aussi, on va rajouter les fausses couches dont on a connaissance, les avortements. Alors bien sûr, comme dans un arbre généalogique, on va retrouver les dates. Si on peut avoir les dates de naissance, de décès, mais aussi parfois ça peut être nécessaire, de divorce, de mariage, etc. etc. Le métier peut être intéressant aussi. Exactement, on peut également se pencher sur ça parce que parfois ça peut avoir une importance significative liée à la problématique que vient travailler le consultant. Voilà. Donc tout ça, bien sûr, va amener, on ne va pas le faire de manière très théorique, ça amène toujours à une grande discussion et à des échanges qui sont très précieux. On me demande souvent d'ailleurs, la première consultation, est-ce qu'il faut que je vienne avec tout plein d'infos? Est-ce qu'il faut que je fasse plein de recherches? J'ai envie de dire non. Au contraire, venez comme vous êtes et avec les informations que vous avez, parce que justement, à mon niveau, les zones d'ombre vont être aussi très importantes. Ça va être parfois révélateur. Alors, c'est pas un cliché ce que je vais dire, mais parfois quand on voit qu'effectivement il y a une branche qui n'est pas très, on n'est pas très informé sur la partie paternelle par exemple, et ben on se dit c'est qu'il y a quelque chose justement à aller gratter là-dessous. Voilà. Voilà. Et puis ensuite, on se revoit donc pour la seconde séance. Où là, généralement, les séances qui suivent durent environ une petite heure et où je vais pouvoir exposer et proposer aux consultants de travailler sur tel héritage en fonction de ce que moi j'ai pu en ressortir de tout ça. Parce que bien sûr, ça ne se résume pas que à ce que je viens d'expliquer, c'est un travail aussi de recherche de la part du praticien en termes d'étymologie, on en parlait tout à l'heure, donc du prénom. Mais il n'y en a pas que un parfois, on peut en porter 2, 3, etc. Et là aussi, ça pèse dans la balance. On peut également partir sur le jour de naissance, l'étude de l'histoire du saint qui porte le nom de la personne, parce que en psychogénéalogie, on n'est pas du tout porté sur la religion. Moi-même, je suis athée. En revanche, culturellement parlant, culturellement parlant plutôt, ça va aussi avoir son importance. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas, encore moins en psychogénéalogie. Et venir s'intéresser à des faits comme ça peut paraître un peu perché, mais ça a toujours une signification particulière par rapport à l'histoire de la personne. Par exemple, tu t'appelles Stéphanie, tu ne t'appelles pas, je ne sais pas, Emmanuel. On n'a pas du tout les mêmes bagages, les mêmes mémoires dans nos prénoms. Voilà. Ça peut être aussi effectivement le décodage biologique dont j'en parlais tout à l'heure, les différentes pathologies, alors d'accord des membres de la famille mais aussi du consultant. Pourquoi? Parce que le corps vient nous parler, c'est pas à toi que je vais l'expliquer, mais généralement tardivement. Ça veut dire que avant qu'on tombe malade par exemple ou qu'on ait un mal-être émotionnel, eh bien il y a plein d'autres signes qu'on n'a malheureusement pas pu voir, pas voulu voir aussi parfois, ça passera, il y a le temps, ce n'est rien, etc. Et puis malheureusement, le corps vient nous rappeler à l'ordre en disant qu'il y a un déséquilibre qui se passe et qu'il est important de se recentrer dessus. Donc c'est tout ça, plus bien d'autres choses qu'on ne va pas aborder aujourd'hui parce que c'est plus complexe, qui vont me permettre de proposer à la personne de travailler sur telle et telle émotion. Et ensuite de lui proposer la mise en place d'actes de libération dans la matière, encore une fois, pour venir libérer tout ça. Voilà. Alors quand je parle de tout ça, ça peut paraître un peu abstrait, mais je parle beaucoup d'émotions depuis tout à l'heure parce que
La psychogénéalogie, je dis toujours, c'est pas quelque chose qu'on tire du chapeau et qui est magique. Ouais. C'est quelque chose qui vient vraiment s'appuyer sur ce que nous dit la science. Oui. Et notamment l'une des branches de la génétique, l'épigénétique. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous dire que toute personne qui vient au monde arrive avec 98% de gènes transmis par ses aïeux. Ouais. Donc, ça laisse finalement très peu de marge de manœuvre pour être vraiment qui on est au fond de nous. Oui. Alors, oui, à la fois, nous sommes la résultante de notre histoire familiale. Oui. Mais je dis toujours à mes consultants, on a aussi le libre arbitre. Et ça, c'est très important. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, soit je choisis de continuer avec certaines loyautés, si je suis OK avec ça. En revanche, à partir du moment où ça peut être bloquant, j'ai le droit et j'ai le choix de venir arrêter tout ça. Pour mon propre compte, mais aussi pour la descendance, tout simplement, quoi. Voilà. Et les émotions... on le sait, alors quand je parle d'héritage, c'est pas seulement des ressemblances, c'est pas non plus seulement des talents. Des meubles. Voilà, exactement aussi. C'est malheureusement aussi des émotions qui, à un moment donné, ont été générées par des événements, alors pas forcément dramatiques du tout, mais qui ont en tout cas entraîné des traumatismes qui sont à l'origine de ces émotions. Et on sait que, génétiquement parlant, eh bien, elles peuvent se balader dans l'arbre quand elles n'ont pas été libérées. Et ça peut se faire de manière générationnelle ou transgénérationnelle. Ça veut dire que ça peut sauter des générations. Et en fonction de la place dans la fratrie que tu vas occuper, aussi de ton prénom, de ton histoire, de ta sensibilité, de tous tes bagages, en fait... Eh bien, c'est un petit peu comme la patate chaude qu'on va tous se passer, ou la grenade qui, à un moment donné, va finir par exploser dans les mains de quelqu'un. C'est exactement cette image-là. Voilà. Parce que l'histoire familiale va toujours chercher réparation. Tant que l'émotion n'aura pas été libérée, elle va se manifester de telle et telle manière. Et on en revient à la raison pour laquelle on vient me voir. J'ai mal par-ci, j'ai mal par-là, j'ai telle maladie, ou alors j'ai tel blocage dans la vie, je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi. On peut remonter effectivement à l'origine de tout ça. Voilà. Et est-ce que tu as des exemples de techniques de libération? Ça peut passer... Bien sûr. Quel serait, on va dire, ce que tu peux proposer? Ou si tu as des cas en tête, quelles seraient en tout cas ces techniques de libération? Quand on parle de libération, on peut s'imaginer tout de suite la parole. Oui. Ça peut être effectivement le cas, c'est-à-dire dire des phrases. Mais pas seulement les dire pour les dire, c'est vraiment toujours en lien, tous les actes en question que je propose sont en lien avec le fait de les vivre vraiment dans son corps et en conscience. C'est quelque chose qui paraît être un petit peu à la mode parce qu'on le répète beaucoup, mais c'est tellement vrai. Et ça change tout. Et ça change tout, puisque quand on est vraiment en phase avec ce qu'on est en train de dire, c'est comme si c'était déjà fait. Donc oui, ça peut passer par la parole, mais il faut prendre en compte que certaines personnes ne sont pas à l'aise avec le fait de parler. Et qu'on peut aussi, de manière tout aussi puissante, libérer à travers des écrits. Donc je peux proposer des écrits. Et les écrits que je proposerai, dans 90% des cas, ce seront des écrits qu'on brûlera. Oui, d'accord. Voilà. Il y a un petit rituel derrière, d'accord. Tout à fait, oui. Ça peut être aussi... formaliser des choses. Alors je ne vais pas donner d'exemple particulier parce que ça peut être un peu spécial, mais ça peut être aussi formalisé à travers la poterie, à travers la pâte à modeler, ce genre de choses, pour ensuite pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'acte en question et puis aussi libérer sous cette forme-là. Voilà. C'est vraiment que je peux pas finalement rentrer dans le détail comme ça parce que c'est tellement vaste, il peut y avoir tellement de possibilités, mais en tout cas, si ça peut rassurer les personnes qui se posent la question et qui n'ont pas forcément envie de tout poser à travers les mots, il peut y avoir d'autres moyens de faire et qui sont encore une fois tout aussi efficaces. Voilà. Le tout, c'est de matérialiser et de conscientiser. Exactement, pour que enfin on vienne à chaque fois reconnaître ce qui s'est passé, malgré ce qui a pu se passer, reconnaître, mais qu'à partir de maintenant, c'est plus notre rôle de porter ça. Ou c'est d'ailleurs exactement ce qui relie, on va en parler juste après, mais la psychogénéalogie et les constellations familiales. Oh oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un objectif commun, même si ce sont vraiment deux choses très différentes, dans la pratique en tout cas, c'est que on est là pour observer les dysfonctionnements de notre système familial, mais pas que, parce qu'on peut aussi aller étudier le système professionnel.
Et à partir de cette observation-là, eh bien, on va venir conscientiser, encore une fois, les choses et on va venir les libérer. Ouais. Et libérer, ça veut dire quoi? On va dire que grosso modo, ça passe toujours par 2 ou 3 schémas similaires pour tout le monde. Oui. Dans le fond, Ouais. c'est soit prendre ou reprendre sa place, donc celle qu'on n'a jamais pu prendre à titre personnel ou qu'on nous a jamais laissé prendre. Oui. Ça peut être redonner quelque chose qui ne nous appartient pas ou reprendre quelque chose qu'on ne nous a jamais donné. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Ok, alors pour, on va dire, finaliser avec la psychogénéalogie, une première séance qui peut durer entre 1h30 et 2h. Et puis ensuite, une ou plusieurs séances qui suivent en fonction des besoins peut-être. Exactement. Voilà, de 1 heure à peu près pour continuer ce chemin-là avec les actes de libération. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, j'aime pas trop tout mettre dans des cases comme tu l'as compris, mais on va dire que de manière générale, on peut partir sur 3 à 6 séances en fonction de la problématique à traiter. Ce qui est chouette. Voilà, j'aime bien aussi laisser du temps entre les séances parce que le temps de mettre en place les actes de libération, il faut aussi laisser le temps aux consultants de les mettre en place, parce qu'on a tous une vie de famille, on a un travail, etc. Et que le corps et la psyché puissent aussi intégrer tout ça. Le changement ne se fait pas, et je le répète, du jour au lendemain, c'est pas possible. Quelle que soit la pratique, ce n'est pas possible. Restons indulgents avec nous-mêmes et laissons-nous le temps, parce que le temps est quelque chose qui a été inventé par l'homme et qui est vraiment... qui ne permet pas de répondre à nos besoins. Voilà, c'est-à-dire que ça se fait quand ça doit se faire. Voilà. Ok, eh bien on va justement se glisser vers les constellations familiales. Qu'est-ce qui t'a permis, comment ce chemin s'est fait vers les constellations familiales, quelle a été la suite alors du coup? On va dire que la psychogénéalogie m'y a amené petit à petit. Et puis j'ai moi-même vécu l'expérience et ça a été un tsunami à titre personnel, quelque chose de très fort, de différent de la psychogénéalogie, mais même si encore une fois on a compris que c'était le même socle, mais là c'est quelque chose en tout cas que j'ai vécu à titre personnel, mais auquel je me suis formée aussi, et c'est un nouvel outil que je vous proposerai prochainement à la Maison Sérénité. Voilà. Oh, chouette. Donc ça permet effectivement en tant qu'observateur de son système d'être dans une réflexion, on va dire, en toute sécurité de ce qui peut se passer ou de ce qui a pu se passer. Voilà. Et à partir de ça, de venir aussi libérer ce qui doit l'être. Voilà. Je trouve, et c'est pour ça aussi que je vais miser là-dessus, que la notion de groupe, elle donne une autre dimension aux constellations. Pourquoi ? Parce qu'il y a des nuances, il y a des énergies qui vont pouvoir ressortir, qu'on aura peut-être moins en séance individuelle. Je proposerai aussi les séances individuelles, mais plutôt dans le cadre d'un suivi de psychogénéalogie, quand ce sera nécessaire et si la personne le souhaite, bien sûr. Oui, ça peut devenir un acte de libération dans ces cas-là. Tout à fait, exactement. Et donc dans ce cas, à titre individuel, on peut passer par deux manières de faire, soit en introspection. Donc là, je peux partir par exemple avec la personne en hypnose légère à travers le bruit du tambour ou simplement à travers ma voix. Et puis, on va poser le cerveau, lâcher le mental et venir voir un petit peu ce que la partie inconsciente de nous-mêmes, vers quoi ça nous amène. Et ce qui se présente à nous, et parfois on peut vraiment être surpris. Et on peut aussi à la fois venir établir des libérations assez incroyables en très peu de temps. Voilà. Ça peut aussi se traduire par, on va utiliser des objets qui vont venir à un moment donné représenter notre système. Donc quand je dis ça, c'est pas forcément des personnes en tant que telles, mais ça peut être aussi des concepts, des émotions, des événements, etc. Et là, en déplaçant un petit peu tout ça devant le consultant, il va aussi pouvoir se rendre compte de certaines choses et on va déboucher aussi à une libération. Voilà. Et la notion de groupe, qui est vraiment, encore une fois, très différente, elle est très intéressante parce que dans plus de 90% des cas, je pense qu'on peut tomber dans des groupes dont on ne connaît pas les personnes, ni leur histoire, ni leurs problématiques. Et
c'est là qu'intervient toute la magie des constellations. J'ai peut-être un petit peu plus de mal à poser des mots dessus, parce que c'est quelque chose, et je l'ai déjà dit, qui ne s'explique pas forcément. Oui, qui se vit. Qui se vit. Oui, oui. Et c'est à travers l'expérimentation que chacun pourra se faire son avis, en fait, de la chose. La psychogénéalogie, je l'ai dit, on se base sur ce que vient nous dire la science. On n'en est pas encore à ce stade pour les constellations familiales. Il y a des choses qui se mettent en place avec la science, on est en train d'étudier beaucoup de choses, mais c'est vrai que pour les plus cartésiens d'entre nous, on n'a pas encore de preuves concrètes que... Mais quand on le vit, on comprend, on touche du doigt, en tout cas quelque chose qui nous dépasse un petit peu. Alors, pour ceux qui ne connaissent absolument pas, ça se passe comment? Dans un premier temps, le constellé, moi je vais partir du principe que les personnes, donc ça va durer toute une journée, ce format-là, pour en le groupe, voilà. Les personnes seront tirées au sort. D'accord, Ça me permet d'apporter une certaine neutralité à ma pratique et puis de ne pas décevoir qui que ce soit ou de privilégier une personne plutôt qu'une autre. Voilà. Donc je vais m'entretenir avec la personne qui sera tirée au sort et qui va m'exposer bien la problématique, en tout cas le sujet qu'elle souhaite travailler en constellation. Elle va ensuite avec moi choisir des objets que je vais lui proposer. Parmi ces objets, elle va choisir ceux qui lui parlent le plus par rapport à cette problématique-là, ce sujet-là. Et ensuite, on va rejoindre le groupe. Et le groupe, qui ne connaît encore une fois pas le sujet à traiter, la personne, son histoire, va être invité à, s'il le souhaite à ce moment-là, s'emparer des objets qui sont présentés au sein du cercle qui aura été créé. Et c'est là que la magie opère. C'est-à-dire que d'un regard extérieur, on peut se dire mais c'est vraiment une pièce de théâtre. C'est surjoué. Mais encore une fois, je peux vous dire que quand on le vit, c'est pas du tout ça. Non, je l'ai déjà vécu et c'était incroyable. Super. Bah, c'était alors il y a très 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 longtemps. Genre, c'était avec la kinésiologue que je suivais moi-même à l'époque. Elle faisait des week-ends intuition. Et très spontanément un jour, elle faisait aussi des constellations familiales, mais elle n'avait pas forcément exposé tout ça. Donc un soir, on avait le temps, elle dit « Oh bah pourquoi pas ?» Et donc, effectivement, on a construit un cercle et donc là, la personne qui avait envie d'être constellée, donc choisit des représentants. Et donc, j'ai été choisie comme représentante. Donc là, elle avait donné un axe, c'est-à-dire qu'on devait représenter l'être et l'ego. L'idée, c'était de réunir l'être et l'ego. Il n'y avait pas forcément de thème, c'était très spontané comme ça. Donc voilà comment elle nous l'a présenté. Et donc j'étais l'ego d'une des personnes et je me rappellerai, je pense, je pourrais décrire la pièce, où j'étais dans la pièce. Et donc sur le moment, j'avais très envie de courir. Donc parce que c'est la personne qui est constellée qui nous place dans le cercle. Et donc j'avais envie de courir. Donc cette kinésiologue, donc elle me dit cours sur place si tu as envie de courir. Donc je me mets à courir sur place. Et donc je ne connaissais pas du tout la personne qui était constellée, je ne la connaissais pas. Et donc on finit le cercle, etc. Tu nous expliqueras bien sûr. Et donc on fait le retour avec cette personne constellée et elle me dit je cours tous les jours. Et voilà. Et sans savoir pourquoi, tu étais dans cette énergie. Ah mais tu vois, j'en ai des frissons partout, mais j'avais tellement envie de courir. Et donc elle a eu sa petite lumière, elle a eu son message de pourquoi elle avait si besoin de courir, c'était là. Exactement. Et je pense que tu as tout dit et on peut même ne pas aller plus loin que ça. Et parfois, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Et pour en terminer avec cette histoire de groupe et comment ça s'organise, mais c'est exactement ce que tu disais, parce que la personne va se dire tiens, il y a une paire de lunettes par terre. Alors moi, c'est ce qui m'est arrivé à titre personnel pour avoir beaucoup constellé. Elle me fait juste penser à l'une des miennes il y a quelques années. Je ne sais pas, je suis attirée par cet objet. Donc, je m'en empare et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Et puis à ce moment-là, ça prend une toute autre dimension. Parce que sans savoir pourquoi, on peut être pris d'une émotion tellement forte, que ce soit de la colère, de la tristesse, de l'angoisse. Mais ça peut être aussi de jolies émotions, une grande joie, de l'amour, etc. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi comment ça s'organise dans ce cercle et dans cet espace-là.
parce que dans ma pratique, en tout cas celle qu'on m'a enseignée, je laisse vraiment libre cours à tout du début jusqu'à la fin. Je suis juste là pour guider et accompagner, être en appui de ce qui se passe. Oui. Mais c'est-à-dire que ce sont vraiment les représentants qui se placent comme ils le souhaitent dans l'espace. Okay. Oui. S'ils en ressentent vraiment le besoin, ils peuvent même sortir de ce cercle-là. Et c'est ça qui est vraiment magique parce qu'on voit vraiment comment est représenté le système du constellé. Et c'est là que le constellé se dit mais waouh, personne ne connaît mon histoire. Là par exemple j'ai ma maman devant moi avec ma sœur. Peut-être que dans ce cas-là ça ne se passe pas bien dans la vraie vie. Et on voit vraiment devant soi la maman et la sœur qui soit se font face et sont dans une colère noire l'une envers l'autre, ou qui à l'inverse ne peuvent pas se regarder et on ne sait pas pourquoi. Et dans ma pratique, encore une fois, je ne dis pas tout de suite aux représentants qui ils sont. C'est-à-dire qu'on va vraiment laisser le système s'installer confortablement quelques minutes. Et ensuite, je vais m'adresser à chacun des participants pour connaître son ressenti. Je vais commencer à poser aussi des questions, savoir si je déplace telle personne vers telle autre, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Ah oui. Et seulement quand tout a été posé, je peux enfin dévoiler qui est qui. Ou qui est quoi, parce qu'encore une fois, on peut être un concept. Et c'est là qu'ensuite, on peut petit à petit amener à ce que j'expliquais tout à l'heure, soit redonner la place du constellé, celle qu'il n'a jamais pu avoir, pour vraiment apporter un équilibre à ce système qui était complètement en dysfonctionnement. Et plein d'autres choses, venir libérer, venir dire des choses à travers du coup la parole, ou venir tout simplement redonner une émotion qui ne nous appartient pas, etc. On est là à chaque fois pour vraiment reconnaître ce qui s'est passé et de permettre à la personne d'avancer sur son histoire. Encore une fois, en toute sécurité. Ah oui, ça c'est vraiment... C'est très important parce que la personne peut avoir l'impression, le constellé, d'être face à son propre système vraiment de manière très forte. Mais pourtant, ça reste des personnes qu'elle ne connaît pas. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut se permettre de dire des choses qu'on ne pourrait pas se permettre en temps habituel devant ses proches, par exemple. Et à l'inverse, on peut aussi être plus ouvert, accueillir des choses qu'on n'aurait peut-être pas voulu entendre en temps habituel. Et qui vont sortir de la bouche de personnes, encore une fois, qu'on ne connaît pas. Et c'est ça qui est vraiment chouette et qui participe à sa libération et à son évolution personnelle. Voilà. Non, l'expérience fait tout. Moi, je trouve les constellations familiales exceptionnelles. Pour l'avoir vécu, même en tant que constellée, c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis, ça crée du lien, je trouve, avec soi-même déjà, et aussi avec les personnes qui sont là. Tellement, parce qu'on ne s'en rend pas tout de suite compte. Mais comme je le disais en début de podcast, il n'y a pas de hasard. Pour moi, le hasard n'existe pas. Et parfois, on peut rester dans sa position d'être humain, avoir peut-être des préjugés ou un jugement sur telle et telle personne du groupe, ou se dire oh, « ça passerait pas trop avec cette personne ». Et ben, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est souvent ces personnes-là qui viennent nous apprendre beaucoup de choses. Et même celles avec qui on s'entendrait bien tout de suite, il y a toujours un écho comme ça, quelque chose qui vient faire écho à son propre vécu. Et je tiens aussi à le préciser, les personnes qui ne seront pas tirées au sort durant les constellations familiales, mais qui seront représentantes, parce que peut-être qu'on ne pourra pas passer tout le monde durant la journée, qu'elles ne soient jamais déçues, et elles ne le seront jamais, parce que ça viendra toujours faire écho à sa propre histoire. Ok, j'ai pas compris aujourd'hui pourquoi j'ai interprété l'amour. Et puis quelques jours après, on se dit, ok, c'est bon. J'ai compris le message. Pourquoi j'étais la petite fille ou le petit garçon, le constellé en fait, mais en position de petite fille ou de petit garçon à ce moment-là, qui était tout recroquevillé sur lui. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis dans cette position-là. Ça vient faire écho. Peut-être à ce que j'ai vécu ou à ce que j'ai pu faire vivre à quelqu'un. Donc dans tous les cas, c'est du gagnant-gagnant. Et c'est ça qui est super chouette. Trop bien. À qui peuvent s'adresser tes accompagnements ? Que ce soit psychogénéalogie ou constellation familiale, est-ce qu'il faut être dans un public précis? Est-ce que c'est plutôt adulte? Voilà, à qui s'adresse tout ça? Jusqu'à présent, j'ai fait tous les âges. Je crois que le plus jeune devait avoir 2 ans. Ah oui. Alors c'est intéressant parce que par rapport à ta question, quand il s'agit des enfants,
Je le dis aux parents pour qu'ils ne soient pas surpris, je vais forcément finir par travailler avec l'un d'eux, Oui. voire avec les deux. Oui. Ça peut paraître un peu étrange de prime abord, mais finalement pas tant que ça parce que les enfants sont le prolongement de nous-mêmes. Ce sont des éponges. Et posez-vous la question, par exemple, quand un enfant est, selon vous, un peu insupportable, Oui. ou peut-être un petit peu, on va dire, dans une phase un peu plus rebelle, ou dans la confrontation, ce genre de choses. En tout cas, une période pendant laquelle vous, en tant que parent, vous avez beaucoup plus de mal à gérer et qui va vous mettre dans un état d'énervement, de colère, de frustration, etc. Posez-vous la question, comment je vais moi en ce moment? Ouais. Et très souvent, j'ai envie de dire, dans pratiquement 100% des cas, papa ou maman ne va pas bien. Même si, de prime abord, on se dit non, j'ai pas de souci. Il y a toujours un lien à faire avec ce qu'on vit. Et l'enfant, eh bien, avec toutes les émotions qui le traversent, alors ça reste un enfant, bien sûr, il a aussi des périodes où il va être un peu plus coquin, c'est normal. Mais va exprimer à un moment donné le mal-être de papa et de maman qu'il ressent et qu'il n'arrive pas à exprimer autrement. Et pour l'avoir vécu, parce que je suis aussi une maman, eh ben, j'essaye en tout cas de me l'appliquer aussi le plus souvent possible. Ok, l'enfant va pas très bien en ce moment, est-ce que moi je vais bien? Ou est-ce que papa ou maman va bien? Et voilà. Et généralement, c'est aussi pour ça que j'explique aux parents que quand il y a un souci qu'on peut traiter en psychogénéalogie, eh bien, on peut remonter aussi à travers l'un des deux pour mieux comprendre ce qui se passe et venir couper tout ça. Et l'enfant dont je te parle, si ça peut aussi illustrer un petit peu ce qui peut se passer, donc la famille se reconnaîtra, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en tout cas, les parents venaient consulter parce qu'il avait un rapport avec la nourriture particulier. C'est-à-dire qu'il était très demandeur et il avait un comportement un petit peu dans l'excès. Quand il entendait parler de nourriture ou quand il voyait les parents préparer à manger, mettre la table. Et puis on est remonté du côté paternel. Et puis voilà, tout ce que j'ai expliqué en début qui me permet un peu de poser les bases et d'étudier un petit peu le cas en question m'a amené vers la lignée paternelle et vers un ancêtre qui pour moi aurait vécu en Asie, voire même une guerre spécifique. Donc j'étais partie sur la guerre d'Indochine, mais sans grande conviction, et aurait vécu quelque chose en lien avec la nourriture. Bon. Là, j'explique ce cas-là parce qu'on a eu la cerise sur le gâteau de vraiment faire le lien avec quelque chose de concret, que les parents ont eu la chance de vérifier. Mais si ça n'avait pas été le cas, on aurait quand même pu traiter ça parce que en psychogénéalogie, on n'est pas là pour chercher des vérités. On est là pour vraiment voir ce qu'on ressent dans le corps et ce que ça entraîne chez nous et si ça vient nous parler. Donc on aurait quand même pu le faire. Et donc, les parents ont réussi à retrouver cette fameuse histoire d'un ancêtre qui avait été soldat durant la guerre d'Indochine et qui avait été arrêté pour vol de nourriture. Et en fait, il y avait eu une émotion par rapport à tout ça qui n'avait jamais pu être libérée et qui s'était transmise. Et on avait fait vraiment le lien avec cet enfant-là par rapport à plein d'autres critères qui venaient vraiment faire écho à l'histoire familiale. On a libéré ça. Et aujourd'hui, l'enfant, on va dire, mange tout à fait de manière ordinaire. En tout cas, je ne vais pas dire normal parce que je déteste ce mot, mais il va répondre à ses besoins physiologiques. Voilà, à sa manière. Voilà, on ne sera plus dans l'excès de quelque chose, dans une situation qui vient en réparation à un événement. Voilà. Et ça peut aussi, bien sûr, s'adresser aux adultes que je suis. Ça s'adresse à tous ceux qui veulent en fait avancer sur leur propre chemin personnel. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours une solution dans vos découvertes, dans vos actes de libération. Exactement. Et pour les constellations familiales de groupe, donc les adultes, mais en individuel, ça peut se faire aussi avec les enfants. Je l'ai déjà fait et ça se passe aussi très bien. Les enfants sont beaucoup moins compliqués que nous. On va très vite à l'essentiel, donc on arrive très facilement à débloquer des choses. Voilà. Il y a moins de système de protection. Tout à fait. Ok. Et est-ce que les personnes qui auraient pu te faire un retour, quels sont les retours qu'ils peuvent te faire
sur leur ressenti après séance? Généralement, après la première séance, que ce soit le consultant ou moi, on est un peu KO. Ouais. Parce que ça fait beaucoup d'émotions, Oui. à la fois à ingérer et puis aussi à ressortir parfois. Et ce qu'il en ressort après la première séance, à chaque fois, c'est que waouh, j'ai compris beaucoup de choses déjà en une seule séance. Ouais. D'accord, ça fait beaucoup, je vais me laisser le temps d'intégrer tout ça, mais déjà j'ai compris pas mal de choses. Ouais. Et tout ce qu'il en est ressorti, c'était déjà finalement devant moi. J'expliquais par rapport au prénom. Oh, ok, mais voilà, un enfant qui va s'appeler, je sais pas moi, une enfant qui va s'appeler Clémence. Oui. Eh bien, étymologiquement, là, alors je fais exprès de prendre un prénom pour lequel ça transparaît. Oui. On peut se dire, je vais appeler ma fille Clémence parce que du coup, elle le sera. Oui. Et en fait, pas du tout. Oui. Que ce soit pour toutes les explications étymologiques des prénoms, pensez à mettre à chaque fois celui qui tend ou celle qui tend à être. Ou à devenir. Et là, en l'occurrence, ce sera une mission de vie pour cette petite. De devenir Clémence, avec ceux qui l'entourent, mais avant tout avec elle-même. Et ne serait-ce que ça, quand il y a une personne qui vient me voir et que je lui explique brièvement vers quoi ça peut nous amener en termes de mémoire, de bagage, son prénom, et ben on se dit, ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Ce qui vient expliquer ça, et je fais beaucoup de liens maintenant. Et puis on se dit parfois, non, personne ne s'appelait comme ça dans ma famille. Mais il y a des prénoms, on ne peut pas forcément faire le lien tout de suite. Je pense à 2 prénoms là qui me viennent, Agathe et Vanina. Oui, d'accord. Non, Jeanne et Vanina, pardon, pas Agathe. Jeanne et Vanina. Prime abord, on se dit aucun lien. Et en fait, si, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on peut, grâce à cette manière de faire des liens avec des ancêtres auxquels on n'aurait jamais pensé dans l'arbre et débloquer plein de choses. Donc ça, c'est déjà des premiers retours qui peuvent vraiment apparaître dès la première séance. Et puis ensuite, bien sûr, et c'est ça qui est super chouette, c'est que si la personne vraiment a la volonté de pratiquer, de mettre en place les actes de libération que je propose, parce qu'encore une fois, moi je suis pas là pour faire le travail à la place des gens. Ils sont responsables de leur... Je suis là juste pour proposer des outils adaptés à chacun, mais c'est vraiment responsabiliser chacun pour ne pas qu'il soit dépendant d'un thérapeute à vie. Mon Dieu, l'objectif, je leur dis tout le temps, et c'est vrai, hein, tous les consultants que je reçois, je les aime beaucoup, mais l'objectif, c'est pas de les garder auprès de moi toute ma vie, c'est que pour qu'ils puissent justement voler de leurs propres ailes, avancer sur leur histoire personnelle, et vraiment cheminer avec ces outils-là toute leur vie. Voilà, tout simplement, quoi. Oui, une forme d'autonomie, quoi. Exactement, justement, quand ces actes-là sont faits en conscience, sont faits vraiment avec la volonté d'y arriver, eh ben, je peux te dire que ça détonne, vraiment ça détonne. On voit vraiment les changements apparaître. Et parfois, ça peut être beaucoup plus subtil pour certaines personnes. Mais en parlant avec elle, mais oui, maintenant vous me le dites, je ne réagis plus comme ça. Je n'ai pas eu ce comportement-là avec telle personne qui me posait problème. Ou j'ai réussi à m'exprimer de telle manière, mais je ne l'aurais jamais fait avant. Et moi, j'y suis absolument pour rien. C'est eux qui ont fait tout le travail. Et ça, c'est la plus belle des récompenses en tant que praticien. Vraiment. Oui, c'est très beau. Très beau. Et... quel message tu aurais envie de transmettre à quelqu'un qui découvre tes approches? Déjà, c'est de s'écouter. C'est le principal. C'est-à-dire que, quelle que soit la pratique, je ne parle pas forcément des miennes, si ça appelle la personne, eh ben qu'elle s'écoute. L'expérience de vie, moi, m'a vraiment amené, j'essaie de me le répéter très régulièrement, qu'on n'est pas là pour survivre à sa vie, mais pour la vivre, avec les moyens dont on dispose, mais aussi ceux qu'on peut se donner. Si je suis appelée par telle et telle pratique, bah allez, je vais aller voir. On m'en a peut-être pas forcément parlé de manière positive, mais je suis pas tout le monde, je peux peut-être le vivre autrement, et inversement, bien sûr. Donc déjà de s'écouter, et puis d'écouter son corps, mon Dieu, écoutons notre corps. Quand on a mal à droite ou à gauche, c'est pas la même chose. Quand on a mal au cou ou quand on a mal à la cheville, ça ne vient pas nous dire la même chose. C'est pour ça que le décodage biologique est important aussi pour moi dans le traitement d'une problématique, parce que déjà là, on a plein d'infos. Écoutez votre corps. Voilà, juste ça.
écoutez-vous et puis venez comme vous êtes. Ouais. Voilà, si vous venez en psychogé, si vous venez en constellation familiale, on vient pas avec un stress de préparer plein de choses. On vient déjà avec son propre stress Oui. à la base, sa propre problématique, c'est déjà beaucoup. Oui. Et voilà, on va gérer le reste ensemble, Ouais. petit à petit, tranquillement. Mm. Voilà, c'est tout. Et d'être indulgent avec soi-même, encore une fois, parce qu'on ne peut pas tout régler en une séance. Oui. Ça n'est pas possible. Oui. Ça n'est pas possible. Nous ne sommes pas des robots ni des ordinateurs, nous ne sommes que des humains. Voilà. Oui. Merci. Mes dernières questions arrivent. La première, c'est, donc tu pratiques à la Maison Sérénité, aussi en visio. Oui. Et en tout cas, si on parle de la Maison Sérénité, qu'est-ce que ce lieu peut représenter pour toi ? Alors, dans le cadre professionnel, ça porte très bien son nom, parce qu'on y a tous mis, en tout cas les permanents qui sont là depuis le début, une énergie positive très forte, qui vient entretenir justement cette sérénité. Et ça, au-delà d'être professionnel au sein de ce lieu, ça se ressent aussi pour les consultants. Oui. On le voit, ils viennent, ils se sentent vraiment très bien pour venir déposer ce qu'ils ont à déposer. Et ça, c'est très important. Et la Maison Sérénité, moi, m'a ouverte la porte du présentiel, tout simplement, voilà, du contact humain. Parce que la psychogénéalogie, bien sûr que je peux la faire à distance, mais je peux aussi la faire en présentiel, et c'est ça qui est chouette. Voilà. Donc ça m'aura ouvert ces portes-là. Du contact. Exactement. Et donc, à la Maison Sérénité, tu pratiques quand et comment, enfin, où on peut te retrouver. Voilà. Je suis en présentiel à la Maison Sérénité tous les matins de la semaine, sauf le mardi, mercredi et dimanche matin. Oui. Et le reste du temps, en fonction de mon agenda, eh bien, c'est à distance, en visio. Ok. Donc, on peut retrouver tout ça via le Calendly, qui se trouve sur mon site web. Oui, et que je partagerai d'ailleurs toutes les infos dans la description de l'épisode. www.justinefilion.fr. Et puis, les réseaux sociaux également, vous pouvez retrouver tout ça. Ok. Voilà. Et donc, tu proposes aussi des ateliers, puisqu'on a parlé des constellations familiales. Et pour les prochaines qui auront lieu, est-ce que tu peux nous dire les dates ? Bien sûr. Donc, les prochaines constellations familiales de groupe, je reprécise, auront bien lieu en journée de environ 9h à 17h, plus ou moins 17h, on est bien d'accord, en fonction de la dynamique du groupe, si on est fatigué ou pas, parce que ça fait quand même beaucoup d'énergie à brasser. Dimanche 19 avril. 19 avril. Et la seconde aura lieu samedi 6 juin. Voilà. Et je verrai par la suite pour en reproposer d'autres. Et puis peut-être aussi d'autres ateliers comme ça a pu être le cas l'année dernière. J'avais proposé un atelier sur le secret de famille, un second sur les prénoms, voilà, les mémoires liées aux prénoms. Et puis un troisième sur la numérologie. Et d'ailleurs, les participants étaient intéressés pour aller un petit peu plus en profondeur et que je fasse une deuxième partie. Donc on va voir pour mettre tout ça en place. Donc plein de belles choses, de l'année. Quoi. Voilà. Qui représentent aussi tes approches, en tout cas. C'est vraiment, vraiment chouette. Ok, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose pour finir ou est-ce que tu penses avoir tout dit ? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. J'insisterai juste sur le fait de vivre, vivez votre vie au maximum. On a tous des moments où ça va pas et le plus important, c'est de pouvoir se raccrocher à ce qui va. Voilà, c'est facile à dire parce qu'on peut être dans des moments très compliqués de vie. Mais ça peut être une boussole en tout cas. Exactement. Et même dans la plus noire des journées, on a toujours une petite étincelle, une petite lumière qui vient nous rebooster. Voilà. Bien, merci Justine vraiment pour ta douceur, ta clarté. Merci beaucoup à toi. On aimerait t'entendre, je pense, parler des heures et des heures. Donc c'est hyper agréable. Merci beaucoup pour ton temps. Et je te dis à tout bientôt, en tout cas. À tout bientôt. Bientôt à tout le monde. Si vous souhaitez découvrir la psychogénéalogie ou les constellations familiales, vous pouvez retrouver Justine à la Maison Sérénité et aussi en visio. Toutes les informations sont disponibles dans la description de l'épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast de la Maison Sérénité, les voies de la sérénité.